En off, c'est ton émission dédiée aux acteurs du milieu du football, transferts, anecdotes, négociations, tout sera révélé ici. Cette semaine, on reçoit Ariel Jacobs, qui est un entraîneur illustre du championnat de Belgique, aussi un homme qui est passé par des cases de dirigeants d'entreprises et donc de clubs de football, le KRC Genk, Oudeverlee-Louvain, sa dernière expérience, tout ça, il en sera question. Mais juste avant, le petit like, c'est hyper important, abonne-toi aussi. Et si tu es en podcast, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et le petit commentaire, ça fait plaisir. Tout de suite, on est parti avec le meeting. Bonjour Ariel. Bonjour Sacha. Comment ça va? Ça va bien. Je crois. Tu penses? J'espère. Je suis super content de te recevoir. Alors Merci. Évidemment, il y a peut-être des oreilles un petit peu plus jeunes qui ne connaissent pas ton illustre histoire. Je vais tenter de l'expliquer en quelques mots, en quelques lettres de noblesse aussi. Mais si je fais un petit peu des coquilles, n'hésite pas à me corriger, hein, ça va? Et... Donc on est sur un double champion de Belgique en 2010 et en 2012 avec le Sporting d'Anderlecht, vainqueur de la Coupe de Belgique avec la Louvière, vainqueur également du championnat danois avec le club de Copenhague, et puis également la Coupe de Belgique avec le Sporting d'Anderlecht. Tu as fait 238 matchs en tant qu'entraîneur sous le Sporting d'Anderlecht. Est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins, ou est-ce que le chiffre est correct? Je ne me suis jamais mis à calculer, peut-être parce qu'on sait très bien que le job de coach commence aujourd'hui et peut se terminer demain, donc je n'ai jamais tenu de statistiques à ce sujet-là. Alors, c'est super intéressant de te recevoir aujourd'hui parce que ça va nous permettre de comprendre comment en fait le football a évolué parce que quelque part on va un petit peu avancer et reculer dans le temps avec toi, essayer de comprendre aussi les arcanes de ce milieu du football, comment est-ce qu'un entraîneur pouvait ou pas décider des implications, notamment dans les transferts, le rapport aux dirigeants, tout ça c'est hyper intéressant. Mais je voulais revenir tout simplement au départ par ta dernière expérience du côté de Oudeverlee-Louvain. Qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux, la première des choses qui t'a vraiment étonné quand tu y es arrivé dans ce club d'Oudeverlee-Louvain par rapport à tes anciennes expériences, par exemple quand tu étais dirigeant du KRC Genk? Qu'est-ce qui était vraiment à mettre en balance en disant « Waouh, le football, il a quand même évolué ici » Surtout le fait que Oudeverlee-Louvain soit un club très jeune. Quand je suis arrivé à Genk, il y a une vingtaine d'années, le club était tout compte fait assez jeune aussi, issu d'une fusion de deux clubs au sommet. À Louvain, c'était une fusion de clubs qui n'étaient pas directement au sommet, donc quelque part, il fallait se reconstruire une santé. La différence est là aussi qu'à Genk, bon, le club gérait ses affaires lui-même, et à Oudeverlee, on se retrouve dans une situation de propriétaires étrangers, dont les gens ne se rendent pas toujours compte la complexité de cette forme de gouvernance, où on croit qu'un propriétaire étranger est là pour arrondir les fins de mois, pour avancer de l'argent, etc., ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, je crois que depuis la période entre ces deux-là, il y a eu énormément de changements. Qu'est-ce qu'on ne faisait pas en 2004, ou plutôt qu'on faisait en 2004, on peut prendre aussi ce parallèle-là si tu veux, qu'on ne fait plus ou qu'on fait aujourd'hui? Je crois que il est difficile de parler de professionnalisme dans un secteur qui était professionnel il y a 20 ans également, mais disons le plus grand impact au niveau d'une véritable société qui est un club de foot pour l'instant. J'ai toujours eu l'impression, jusqu'à quelques années, qu'un club de foot était non pas une entreprise, mais un club de foot géré d'une façon professionnelle, point à la ligne. Et maintenant, quand on voit soit les destinations que prennent divers clubs, mais aussi l'organisation interne des clubs qui sont sous gouvernance personnelle, donc avec une direction traditionnelle, avec un président, etc., que le mode de direction a quand même fortement changé. Oui, bah oui, je comprends. Et ça a un impact sur, je crois, le travail d'un directeur sportif,
ben, ça a certainement un impact sur le travail d'un entraîneur de foot. Avec l'arrivée des investisseurs étrangers notamment, et c'est vrai que King Power, le propriétaire de Haut-Déverlet-Louvain, est un investisseur étranger, Oui. ce qui rend quand même, je pense, la manière de fonctionner en tant que directeur général du sport ou du foot d'une manière générale, on peut l'appeler comme ça, totalement différente. C'est-à-dire que peut-être que les attentes qui étaient celles des dirigeants du KRC Genk en 2004-2006, forcément, n'étaient pas les mêmes qu'à l'heure actuelle. Est-ce qu'à l'époque, on était plus sur tant pis si on ne gagne pas beaucoup au niveau du chiffre financier en termes budgétaires, qu'importe si les résultats sportifs sont là? Est-ce que c'était plus la tendance à l'époque que maintenant? Je crois que la hiérarchie à ce moment-là était, point 1, avoir des bons résultats, obtenir ses objectifs collectifs d'équipe. À Genk, par exemple, l'importance de l'académie était manifeste déjà à ce moment-là. Donc, si on pouvait faire transiter quelques jeunes chaque année au niveau du Noyois et en avoir un par saison qui perçait, on était très contents. Je ne vais pas dire qu'on ne pensait pas à l'aspect financier d'un transfert de joueurs à ce moment-là, mais je ne placerai pas ça en deuxième lieu. Et actuellement, avec un investisseur étranger, l'impression que j'ai, c'est que les résultats sont importants, ils le seront toujours dans un sport professionnel, mais la plus-value qu'on parvient à donner à un groupe, et principalement à des acteurs individuels, est devenue tellement importante que, à certains moments, cela entrave l'aspect collectif et la volonté d'obtenir des résultats. Et bien sûr, tant mieux ces clubs-là, et je pense principalement au Club de Bruges, je pense à l'Union, qui parviennent à combiner les deux, où vous avez chaque saison une lutte pour la Champions League, une qualification pour la Champions League, et deuxièmement, chaque saison, une vente pour des dizaines de millions d'euros de joueurs. Donc je crois que là, on a affaire au modèle parfait. Mais justement, ce qui m'intéresse, tu parles de modèle. Tu as vendu des joueurs il y a 20 ans et tu as vendu ou acheté des joueurs il y a quelques mois maintenant. C'est quoi la plus grande différence entre acheter en 2004 et acheter en 2025? Parce que les paramètres du marché sont devenus tout à fait différents. Ok. Tout à fait différents. Je crois qu'il y a une vingtaine d'années, c'était bien plus simple. Il n'y avait pas de data scouting, il n'y avait pas de video scouting ou quoi que ce soit. Donc il fallait essayer de se renseigner soi-même. Le rôle des agents, je ne vais pas dire qu'il n'était pas encore important, mais pas aussi marqué que maintenant. La procédure, et je peux évoquer le cas de la Louvière, par exemple. Oui, bien sûr. C'est il y a exactement 25 ans. Soit on avait des échos où on suivait certains championnats, des championnats avec des joueurs abordables pour un club comme la Louvière, et à partir de là on commençait à décanter et on arrivait à un certain nombre de joueurs vers qui fallait-il aller. Le président de l'époque, Philippe Gaon, avait dit écoutez, j'en ai marre de consacrer de l'argent à des joueurs dont la carrière était déjà révolue, passée. Je veux des jeunes joueurs, mais compétitifs bien sûr au plus haut niveau. On s'est principalement porté sur, d'une part, en partie le marché belge, mais surtout, vu la situation géographique de la Louvière, on s'est porté sur le nord de la France. Et je dois vous dire que, bon, sans un département de scouting, les seuls scouts, c'était le directeur général Roland Louf, c'était moi-même et c'était mon adjoint Patrick Wachel. Ouais. Et que faisait-on tous les mercredis après-midi? Il y avait un match de CFA, et je commence par la côte, à Dunkerque, à Lens, à Lille, à Valenciennes, à Sedan, à Metz. Et chaque semaine, après l'entraînement du matin, on partait, on allait regarder des joueurs là. Et je veux dire, ça a rapporté à la Louvière. On a trouvé pas mal de joueurs qui, suite à un passage assez bref de 2 saisons, 3 saisons maximum à la Louvière, ont été vendus pour quand même des sommes fort intéressantes qui permettaient au club de, je ne vais pas dire de survivre, mais de parer au plus pressé. Tu penses que tu pourrais encore gagner une Coupe de Belgique en 2025 avec la Louvière, comme tu l'as gagné en 2003? Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui d'avoir un petit poussé qui va chercher justement structurellement son trophée à la fin de l'année?
Une Coupe de Belgique. Une Coupe de Belgique. Parce qu'une coupe reste spéciale. Ouais. Quand on voit en France que des clubs de Division 2 régulièrement, de Ligue 2, pardon, gagnent la Coupe de France, même si ça diminue de plus en plus, je dirais qu'au niveau d'une coupe, c'est propre à la coupe, ce sont des surprises à chaque fois. C'est quoi? C'est de l'énergie que tu vas drainer? C'est un c'est, moment? C'est spécial. Ouais. C'est spécial. Je crois que les deux éléments, tant l'adversaire qui se dit, bon, on doit faire une rotation de joueurs parce qu'on joue en Champions League, championnat, coupe, etc. et profiter du moment. Par contre, un championnat devient plus difficile, même en Belgique. Mais je n'exclus pas que ce soit encore possible. Et je pense là au tout récent exemple de Mjällby en Suède. 1200 habitants. 1200 habitants. Il y a 5 saisons se retrouvaient en Division 3, sans moyens financiers, mais avec une contribution réduite de quelques personnes qui ont mis en place une bonne structure, une bonne philosophie de jeu, faire appel à des joueurs, pas dépenser trop d'argent, ben, ils ont réussi. Je crois que sur le terme d'un championnat qui couvre une trentaine, une quarantaine de matchs, ça doit être possible. Gagner une coupe, oui, c'est un petit peu plus compliqué. Oui. On sent aussi surtout qu'aujourd'hui, de plus en plus, au niveau économique, il y a vraiment un fossé qui est en train de se créer entre les équipes les plus performantes du championnat de Belgique et celles qui le sont le moins. C'est pour ça que je parlais notamment de l'Aral, la Louvière. À un moment donné, on sent quand, par exemple, dans des matchs de championnat, une équipe comme le Club de Bruges est à 50% de ses possibilités parce qu'elle, tout simplement, se garde de cette énergie pour aller la chercher et la mettre en Ligue des Champions. Ça aussi, c'est problématique. C'est problématique et je dois dire que je comprends des clubs comme le Club de Bruges qui ne jouent pas une fois la Ligue des Champions sur 10 ans, mais qui pratiquement y participent chaque saison. Quelque part, on arrive dans un collimateur. Ils ont besoin du championnat belge pour jouer tous les week-ends, mais d'un autre côté, ils ont surpassé le niveau du championnat belge. Et quelque part, en très peu de temps, ben, l'Union est parvenue à réaliser la même chose. Même si, à court terme, Anderlecht devait réussir à faire cela, et il faudrait presque espérer que le Standard puisse se rallier aussi en tant que grand club et gagne certainement. Mais c'est vrai que le fossé entre ces clubs-là, déjà il y a un fossé entre ces clubs-là, et le fossé entre ces clubs-là et les autres devient de plus en plus grand. D'un autre côté, je crois que, et je ne parle pas des grands championnats, mais des championnats de pays qui ont la même population, les mêmes données géographiques que la Belgique. Je prends la Suisse, je prends l'Autriche. Ces championnats sont viables malgré tout. Oui, tout à fait. Il y a aussi un rôle qui a complètement changé. C'est-à-dire que l'entraîneur, en tant que tel, est vraiment très différent dans la façon dont on va lui demander et dont on va aussi lui demander de prendre ses responsabilités. Parce que à ton époque, on disait même pas entraîneur, on disait manager. Oui. Manager, ça implique quand même d'autres responsabilités. Tu le disais, tu partais sur les routes de France pour aller regarder, recruter les joueurs, etc., observer. Aujourd'hui, on a quand même tendance à cantonner un petit peu le rôle de l'entraîneur, alors qu'à l'époque, on lui donnait quand même plus d'ouverture sur les choses. Je n'utiliserai pas le terme cantonner. D'accord. Mais quelque part, maintenant, tout club qui se respecte, professionnel et même non professionnel, a une cellule scouting, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau national. Donc, ça change les données d'il y a une vingtaine d'années. D'un autre côté, je crois que le rôle des agents est devenu bien plus important. Quand je parle d'un département scouting dans les clubs, ben, avant qu'on aille voir un joueur en live, qui était la seule possibilité à l'époque, actuellement, on passe d'abord par le data scouting, parce qu'on a fait une étude des profils dont on a besoin, ou qu'on a. Sur base de cela, on colle des datas dessus et on sort ces joueurs qui peuvent nous intéresser. Puis on regarde dans un deuxième temps, qu'en est-il des finances? Certains championnats, bon, on n'y a plus droit. Et puis seulement, on va regarder en vidéo, en profondeur, ce que vaut vraiment le joueur. Et vraiment, si à l'issue de ce processus-là, on est convaincu qu'on a trouvé la perle rare, ben, on ira peut-être voir une ou deux fois. Il y aura un contact, il y aura plusieurs contacts. Le gros problème, c'est que jusqu'à présent, hormis quelques
possibilités, un des aspects les plus importants d'un jugement de joueur, c'est quand même où en est son mental. Quel est son degré de progression mentalement, de volonté, de résilience, de se battre, de se relever quand il est knock-out, etc. Ça ne se mesure pas encore. Donc, je me méfie de tout ce qui est data, de tout ce qui est vidéo, même d'aller voir sur place, parce que ce n'est qu'une partie du joueur qu'on voit. C'est à quoi que tu te fies le plus? La volonté de continuer à progresser, de travailler, de tout faire pour. Donc avoir le mental. J'ai toujours dit que je préférais travailler avec un joueur qui a 40% de qualité et qui se dit, j'ai des objectifs et coûte que coûte, je vais les atteindre d'ici 1 an, d'ici 2 ans et arriver à 80%. Plutôt qu'un joueur qui a 70% et qui va dire à ses coéquipiers, à son staff, moi, désolé, mais je plane au-dessus du lot. Donc ça veut dire une franche discussion vaut mieux que des chiffres et un CV, quoi. Oui, la combinaison des deux est bien sûr l'idéal. Mais cela prouve que tout transfert continue à être un risque. Oui, c'était intéressant. C'est intéressant d'avoir ton avis sur les datas parce que forcément, c'est un autre monde, c'est une autre manière de procéder. J'ai même envie de dire qu'au départ, on ne se posait même pas la question de savoir combien de chiffres il avait. Si, par exemple, c'était le meilleur buteur, c'était inscrit comme ça. Tu fais partie d'une école aussi, d'un club comme le Sporting d'Anderlecht qui allait recruter les meilleurs joueurs sur base des chiffres et de leurs performances. Mais ce n'était pas nécessairement un point de non-retour. C'est-à-dire que le joueur ait des bonnes statistiques ou pas, on allait chercher ailleurs, on allait chercher plus. Aujourd'hui, on a l'impression que les recruteurs et la manière de procéder, c'est quasiment d'être alpagué, attiré, aspiré par le chiffre, quoi. Oui, et je trouve que là, très honnêtement, nous passons à côté d'un volet assez important. D'accord. Peut-être même décisif. Parce que si un joueur dès son entrée dans un club se sent bien, pour quelque raison que ce soit, l'entourage, la relation avec les autres joueurs, la relation avec le staff, etc., je crois que la base est déjà saine que pour progresser. J'ai par contre connu des joueurs dont on attendait beaucoup, des joueurs qu'on a vu évoluer pendant des années en Belgique, dont tout le monde, moi compris, étions convaincus, et qui, malgré tout, n'ont pas du tout réussi. Et je ne parle pas sur un terme de 2 saisons, mais dont on sentait après quelques mois que, quelque part, il y avait ce fossé cette grosse différence entre venir d'un club où prester semaine après semaine à un bon niveau était suffisant, et venir dans un club où on exige que être au top chaque semaine est impératif. C'est intéressant. Est-ce que tu peux m'expliquer ou me raconter l'histoire d'un transfert que tu as fait, par exemple, au milieu des années 2000, pour essayer de comprendre un petit peu quel était le procédé? Comment est-ce que vous mettiez en place votre mode de recrutement pour faire en sorte que le joueur finisse par arriver dans ton club, quoi? On parle bien, donc, je dirais, des années entre 2000 et 2010. Évidemment, celle qui te revient le plus je logiquement. crois qu'on avait beaucoup moins de disposition des datas à ce moment-là. Il y avait une base, bien sûr, mais pas au point détaillé comme c'est pour l'instant. Quelque part, comme j'ai dit, on prend malgré tout des renseignements, on suit les compétitions, etc. Et puis, on décante petit à petit. Et si on estime que sur base de ces premières données ou de ce qu'on a vu, on allait beaucoup plus suivre sur place des joueurs, on regarde si le joueur sur le terrain correspond au profil qu'on veut avoir. S'il n'y a pas de mauvaise surprise, en fait. S'il n'y a pas de mauvaise surprise, on regarde qualité et défaut. Le gros problème, c'est que très souvent, quand on va voir un joueur, on voit toutes ses qualités. Quand on entraîne pendant 3 ans un joueur, on voit plutôt ses défauts. Et donc, quelque part, faire la comparaison, est-ce utile de prendre un joueur si quelque part, avec d'autres qualités, vous avez le même profil dans votre groupe? Donc, sur base de ça, le suivre en club, j'ai été impliqué, mais je voulais être impliqué assez souvent sur base d'un manque de structure de scouting.
Et puis, ce qui est important, c'est de discuter, que ce soit avec son entourage staff qu'il avait sur la réelle mentalité, comment le joueur se comporte au jour le jour. Avoir de longues et nombreuses discussions avec le joueur pour vraiment sentir qu'il y a cette volonté de venir, de travailler, de s'améliorer, etc. Ça demande beaucoup d'énergie, ça donne beaucoup de satisfaction quand ça réussit, et il faut tenir compte qu'un parcours 100% réussite est impossible. Il y a aussi une tendance qui est en train de revenir, et je prends l'exemple notamment d'un Luis Campos qui a dit récemment lors d'une conférence qu'il préférait avoir 15 à 16 joueurs capables de jouer dans 6 à 7 positions différentes plutôt que 24 à 25, 26 joueurs. Alors à un moment donné, on a eu ce grand problème, que ce soit en Belgique ou dans les grands clubs, c'est qu'on avait beaucoup de joueurs. C'est-à-dire qu'on avait des groupes avec 30, 35 joueurs. C'était trop en fait. On n'arrivait pas à trouver une symbiose et pour un entraîneur, c'était très compliqué. Est-ce que toi, tu es plutôt dans cette obligation en tant que coach d'aller doubler les postes, voire tripler les postes, ou tu te dis, quoi qu'il arrive, je trouverai bien quelque chose en tant qu'entraîneur pour aller bonifier mon effectif et faire en sorte que, par exemple, le joueur puisse venir, un joueur puisse venir pallier une blessure, etc. Parce que c'est mon rôle d'entraîneur de le rendre bon à ce moment-là, cette position-là. Je vais répondre à la question après une toute petite introduction. Je crois que c'est la loi de Murphy qui joue à ce niveau-là. Vous avez un noyau pléthorique. Vous êtes censé jouer à 3 niveaux, Coupe de Belgique, championnat belge et compétition européenne. Et donc, votre noyau est représentatif. Et puis, vous faites éliminer en Europe. Il reste tout compte fait que 2 objectifs principaux. La Coupe de Belgique reste une loterie et il n'y a qu'un objectif. Et votre noyau est bien trop important. Et à ce moment-là, vous vous dites, bon, dans un noyau pléthorique, je ne veux pas dire qu'on espère avoir des blessures, mais à ce moment-là, vous n'avez pas de blessures. Et puis d'un autre côté, vous commencez à une saison avec 16-18 joueurs dont vous êtes vraiment convaincu. Et crois-moi, il y a 3 ou 4 blessures pour toute la saison. Il y a des petites blessures intermédiaires ou quoi que ce soit. Donc, comme j'ai dit, c'est un peu la loi de Murphy. La composition, et je trouve que c'est en partie la responsabilité d'un club, mais en grosse partie la responsabilité d'un entraîneur, d'un coach. Je crois commence par la gestion, l'analyse du groupe que tu as. Que ce soit au niveau de l'âge, de la susceptibilité d'être blessé, du nombre de minutes jouées les dernières saisons, etc. Mettre en carte cela sur papier, voir là où les positions un joueur peut intervenir. Facteur déterminant également pour un club du top, est-ce qu'on joue dans un championnat européen ou pas? Ça change beaucoup. Je crois que là, les chiffres diffèrent un tout petit peu, mais je crois que si vous avez un noyau de 18 joueurs seniors, joueurs de champ, et 3 gardiens ne jouant pas en Coupe d'Europe, je crois que c'est une bonne base de départ. Avec une garantie que ces 18 joueurs couvrent 10 positions, donc une polyvalence de certains. Et là, en fonction du travail de votre académie de jeunes, si vous avez des profils qui peuvent entrer en ligne de compte, il faut en tenir compte également. J'estime que si vous avez à chaque poste un joueur et demi, ou même un tout petit peu plus, et s'il arrive quoi que ce soit à ces 2-là, vous devez avoir un 3e qui sort de l'académie, qui doit jouer à ce moment-là. Si à ce moment-là encore on se met à glisser avec d'autres joueurs, il y a un problème dans le club, il y a un problème au niveau de la transition de jeunes joueurs vers le noyau de première. Il y a aussi une chose qui est importante, c'est la manière dont on a changé les rapports humains entre l'entraîneur et son coach. J'ai vraiment l'impression qu'on a changé, on a glissé. La manière dont on communique, dont un entraîneur va parler avec son groupe, j'ai pas l'impression qu'elle est la même que, par exemple, à ton époque du Sporting d'Anderlecht, par exemple. Et à quel point les rapports humains ont changé entre un coach et son entraîneur? Parce que ça aussi, c'est important pour tenir en groupe, pour faire en sorte que ton noyau de 25 à 26 joueurs, il n'explose pas, parce que certains seront déçus d'être en tribune.
Je crois qu'il y a une chose qui n'a pas changé et qui ne changera jamais. C'est que, et je l'ai toujours abordé de ce côté-là, avant d'aborder un joueur de foot professionnel, on aborde un être humain. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que des véritables ou des soi-disant stars, après tout, à certains moments d'une saison de leur carrière, étaient très vulnérables. Ils sont contents que des gens parlent avec lui, de choses et d'autres. Ça peut paraître bizarre, mais c'est la réalité. C'est une thèse que je défends, qui n'est pas défendue par d'autres entraîneurs, qui disent tout simplement, ce sont des pros, ils doivent se plier, ils viennent travailler, point à la ligne. J'estime qu'essayer d'avoir un lien, et on ne peut pas avoir des liens excellents avec tous les joueurs, mais quelque part, garder à tout moment une porte ouverte au niveau de la communication. Et je ne vous cache pas qu'à certains moments, vis-à-vis de certains joueurs, j'ai eu tendance à dire, je claque la porte, c'est terminé. Ça ne vous rend pas un service dans la gestion de votre groupe, primo. Je trouve que quand on s'engage en début de saison, et ça peut paraître très, très dépassé et autres, mais quand on s'engage avec un groupe de joueurs, on passe la saison, d'un point de vue de l'entraîneur, avec ce groupe de joueurs. Si un joueur ne se plaît plus au mois de décembre, il a la liberté de partir. Je n'ai jamais exclu un jour J-1, donc la veille d'un match, comme certains entraîneurs le font. Je travaille avec les 11 qui commencent et les autres, ils n'ont qu'à aller avec le T2, avec le T3, peu égal, on ne s'en occupe pas. Parce que le match se joue le samedi, à partir du dimanche matin, tu dois faire appel à tout ton groupe à nouveau. Je crois que ce lien sous-jacent humain est primordial. Mais quand je dis un lien humain, ça ne veut pas dire qu'on est copains, qu'on va boire des verres ensemble après le match ou en semaine. Mais quelque part, pour certains, c'est peut-être un lien minimal, mais il doit toujours exister. Et là, je crois que c'est le lien, non pas footballistique, mais c'est le lien humain. Oui, c'est clair. Mais il y a des entraîneurs qui sont très compétents et qui ont gagné des championnats de Belgique. Je pense notamment à Hein van Azebroek, dont le groupe en fait se plaignait qu'il existait 14 joueurs et qu'à partir du moment où ces 14 joueurs étaient considérés comme des priorités, c'était des chouchous, ils étaient chouchoutés et vraiment bien mis en avant, etc. par Hein van Azebroek. À partir du moment où les autres étaient là, ils devaient exister aussi, et ce n'était pas le cas. Ils n'étaient jamais présents dans l'esprit de l'entraîneur, ce qui fait qu'ils en souffraient, et il s'est mis la moitié de son groupe à dos, quoi. Mais chaque entraîneur a son propre style. Moi, ça ne me dérangerait. Tout simplement parce que, une fois de plus, ce groupe ressent cela, ce groupe de joueurs qui va moins jouer, et ça se traduit par, quelque part, il faut même dire en tant que coach, une attitude moins professionnelle sur le terrain. Et quelque part, il faut même la comprendre. Je ne partage pas cette idée, mais allez dire pour cela que Hein van Azebroek est un mauvais entraîneur ou un mauvais gestionnaire de vestiaire, non. Parce que quelque part, dans le milieu professionnel, les résultats et la performance que vous mettez pendant le week-end doivent être placés au-dessus de tout. Est-ce que le football aujourd'hui est plus ou moins difficile à prédire, Ariel ? Est-ce que on sait, par exemple, à l'époque, on savait, on avait 2-3 équipes qui étaient très très fortes en Belgique, qui marchaient sur le championnat. Je pense notamment à ton Sporting d'Anderlecht, qui était évidemment resplendissant en 2010 et en 2012 quand tu as gagné le championnat, qui était vraiment individuellement, on savait que si Mons jouait contre Anderlecht, bien souvent, il y avait très peu de surprises. J'ai un peu l'impression que ça s'est rarifié. C'est simplement mon analyse. Est-ce que le football est toujours autant une science inexacte qu'elle était auparavant, ou alors au contraire, est-ce qu'avant elle était plus qu'elle ne l'est maintenant ? Elle reste inexacte, mais il est un fait que les possibilités d'analyse d'une équipe permettent maintenant d'aller beaucoup plus en profondeur pour contrecarrer les qualités ou profiter des défauts d'un adversaire. Ce que tu dis est exact. J'avais souvent l'impression que
avec Anderlecht, quand tu montais sur le terrain et que tu pouvais, par exemple, t'attendre à un moins bon match, mais que tu savais qu'il y avait suffisamment de qualité et que malgré tout, on pouvait prendre le dessus d'un adversaire moins coté. Je crois qu'à l'heure actuelle, ça devient bien plus difficile. Mhm. Et ça se retrouve un tout petit peu dans beaucoup de championnats. Ou quelque part, même en championnat, je ne parle pas encore de la coupe, ça reste différent, où un club moins huppé trouvera bien une astuce tactique ou mentale ou quelconque pour prendre à défaut un adversaire plus fort. Mhm. Pendant cette période à Anderlecht, il y avait forcément un grand homme, un grand dirigeant du football belge qu'on va recevoir aussi cette année, qui sera Herman van Holsbeek, un homme très très important. Est-ce que Herman te consultait à chaque décision de transfert ou il te mettait au courant une fois qu'il avait terminé son processus décisionnel à lui? Il y a un peu de tout. Okay. Disons, ne communiquait pas systématiquement les pistes qu'on suivait, Okay. parce que bon, il y en a quand même beaucoup qu'on suit simultanément. Certains joueurs, j'en étais informé, et comme j'ai dit tantôt, bon, le travail se faisait par une cellule de scouting et de lui-même. Par contre, j'ai à tout moment voulu avoir, je ne dis pas, ce n'est absolument pas le mot de la fin, mais je souhaitais quand même avoir un entretien avec chaque joueur qui venait au club, pour connaître exactement son état d'esprit pour venir à Anderlecht, pour savoir qui il est, etc. Donc avant qu'il ne signe. Et puis pour certains transferts plus délicats qu'Anderlecht voulait absolument réaliser, où il fallait quelque part que tout le monde s'y mette, il est un fait qu'à ce moment-là, Herman ou même le président me demandait de parler avec ce joueur, et bien sûr même à la limite un tout petit peu d'exagérer et de vanter les objectifs du club, etc. Je parle là de joueurs comme Bocani, à l'époque Vargas, Jovanovic, etc. Ça t'est jamais arrivé de mettre ton veto à un moment donné? Je sais que c'est rare, c'est exceptionnel, Non. parce que, Non. voilà... Parce que j'irai à l'encontre de ma propre conviction. Ok. Je veux avoir, prenons l'exemple, Lionel Messi dans le club que j'entraîne actuellement, le club fictif X. Je le veux absolument. Ma direction, que va-t-elle dire? Messi, il a, je sais pas, 33, 34 ans ou même plus. Avec quelle envie va-t-il venir dans ce club? Quel est le risque de blessure? Possibilité de revente nulle, etc. Moi, je le veux absolument. Il vient et les résultats ne sont pas bons. 1 point sur 15. Et le coach est viré. Et le club a le fardeau Messi. L'exemple étant ça peut être extrême. Une pomme pourrie dans un vestiaire. Et donc, je trouve que dans un monde qui, pour moi, serait idéal de choisir tous les joueurs qu'on voudrait avoir, bien sûr, mais il faut se rendre compte que pour moi, déontologiquement, c'est impossible. Je trouve que la décision finale doit toujours et devra aussi, dans le futur, revenir à un club. Mais ça t'est déjà arrivé d'entrer dans le bureau d'Herman van Holsbeek et lui dire maintenant, coach, lui, je suis amoureux de lui, si vous pouvez, s'il vous plaît, signez-le. Oui, mais c'est pas absolument dire, il me le faut, ou, et j'ai besoin d'aucun autre joueur. Non. Tenir compte, je crois que le rôle du coach a évolué à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a 20 ans, on pouvait exiger et que les directions étaient beaucoup plus ouvertes à suivre le coach. Mais à l'heure actuelle, où il y a tellement de paramètres qui interviennent, je trouve que le coach n'a plus le droit d'imposer ses propres vues. Vu tout simplement sa propre position qui peut être mise en péril à n'importe quel moment. Oui, c'est pour ça aussi notamment que les directeurs sportifs aujourd'hui, à notre époque, ont pris une puissance beaucoup plus importante et qu'ils endossent un rôle qui est différent. Oui, absolument. Quelque part, le rôle de catalyseur entre une direction de club et les souhaits d'un staff sportif. Tu te rappelles d'un moment ou une histoire que tu peux nous raconter où vraiment ce joueur-là, tu étais amoureux de lui, tu es allé toquer à la porte de tes dirigeants en disant « il me le faut ». Non, parce que
ça irait à l'encontre de mes convictions. Mais j'ai une anecdote. À un certain moment, et ma relation avec le président Van Nostock était, de mon point de vue, super. Je crois que ce que tout entraîneur pourrait rêver. On avait des contacts formels très rares, informels oui. Et un beau jour, il me dit, est-ce que je peux te parler? Quand un président de club dit à un entraîneur, je peux te parler, très souvent, on se doute qu'il va y avoir un pépin. Et il me dit, écoute, la situation, nous avons l'occasion de reprendre, Dieu merci, Mbokani, qui avait quitté Anderlecht en claquant la porte, pour des raisons quelconques, mais qui, apparemment, la saison précédente, aurait eu, je mets tout au conditionnel, un comportement pas correct vis-à-vis des fans d'Anderlecht. Et donc, le problème aurait pu se situer à ce niveau-là. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu en penses? Je lui ai dit, moi, je ne connais pas l'historique de Dieu au sein d'Anderlecht. Je vois ce dont il est capable maintenant. Et personnellement, purement d'un point de vue sportif, je crois que ce serait un atout fort important. C'est une plus-value. Ouais. Mais, bien sûr, avec un risque parce que s'il y a une étincelle quelconque très tôt en saison, de sa part ou de la part du public, je dis, on va droit au problème. Ma condition, c'était de pouvoir lui parler, de cerner exactement le problème. Et je crois que c'est, si pas la seule, une des 2 ou 3 exceptions qu'en tant que coach, on parle avec un agent. Parce que je trouve que l'agent ne parle qu'au directeur sportif ou, à défaut d'un directeur sportif, avec la direction d'un club. Mais pourquoi est-ce que je le voulais? Vu une situation délicate, au fait, plutôt extra-sportive. Mais je voulais aussi un témoin qui sache exactement. On m'avait dépeint Dieu comme étant quelqu'un quand même exubérant, problématique et tout cela. Et alors, j'ai demandé à l'analyse vidéo d'Anderlecht de l'époque, qui maintenant est entraîneur adjoint à l'Union, Bart Meert, de me préparer une toute petite compilation vidéo. L'année d'avant, le Standard avait fait une très bonne campagne européenne. Et il avait eu quelques matchs vraiment où, avec toutes ses qualités de ce moment-là, donc marqueur de but, jeu de tête offensif, mobilité, oui, bon, les qualités comme on le voit, très brève compilation. Et voilà le jour venu où Dieu, avec son agent, se présente chez moi à Anderlecht. Et je n'avais prévenu personne, l'agent non plus. Et Dieu se présente, et je dis, tu viens faire quoi? Qu'est-ce qui t'amène ici? Et Dieu me regarde pour dire, mais est-ce que je joue dans une pièce? Est-ce qu'il y a une caméra cachée? Je dis, Dieu, je ne sais pas ce que tu fais là. Je dis, tu sais qu'on cherche un attaquant de pointe. Je dis, mais pour moi, il lui faut des qualités très, très, très précises. Spécifiques. Il me regardait, il ne répondait même pas. Je crois qu'il avait... il était hagard. Oui, mais je me suis dit, par après, tout compte fait, Dieu aurait pu se lever et s'en aller. c'est vrai. Et puis, je lui dis, écoute, le joueur qu'il me faut, c'est celui-là. Je tourne mon ordinateur vers lui et je mets en marche. Il me regarde, il lève la tête et il dit, mais c'est moi ça? Je dis, oui Dieu, ça c'est toi. C'est celui que moi j'aimerais avoir. Et ça s'est fait. Tout en sachant que l'attitude du public pouvait être négative, mais là on sait très bien que la victoire compense beaucoup de choses. Il suffit qu'il marque, il va se faire siffler en début de match, de son premier match, mais il suffit qu'il marque en cours de match, et on oublie tout. Et on oublie tout. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. C'est intéressant en fait cette anecdote où en fait tu l'as mis face à lui-même. Tu lui as montré son miroir quelque part. Oui. Tu as dit voilà, c'est la version de toi que j'ai envie de voir dans mon club. C'est intéressant pour rebooster les joueurs. C'est une méthode que tu as déjà utilisée à plusieurs reprises. Est-ce que c'est cette méthode-là qui t'a donné envie? Oui, dans un autre contexte. Dans un autre contexte, ce sont des arguments qu'on utilise souvent. Un joueur, quand il joue
soi-disant contre plus fort de l'autre côté, où on parle plus de ce joueur-là plutôt que du joueur de chez toi, c'est vrai que c'est une... même parfois, on peut amener des statistiques en disant, écoute, qu'est-ce qui te fait inférieur à lui? Tu peux être aussi bon, si pas meilleur, etc. Donc, mais ça reste toujours à lui de le prouver. On continue cet entretien absolument passionnant dans quelques instants avec Ariel Jacobs, ancien entraîneur notamment, vous l'avez compris, du Sporting d'Anderlecht. Pour ceux qui nous suivent sur LN24, ce sera juste après ceci. Ariel, qui est le meilleur joueur que tu n'aies jamais entraîné? Je sentais venir la question. Mais oui, bien Et sûr. je ne veux pas mettre mon joker, mais pourtant je vais le faire. Aïe, 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 aïe. Parce que... Tu veux pas blesser ou non, c'est non, quoi? non, mais je vais citer des noms. Mais je vais dire que, qu'est-ce qui est un bon joueur? Un joueur qui te fait la différence. Comment comparer un gardien de but, même avec un défenseur, un médian ou un attaquant? Et donc, je ne veux pas ne pas prendre mes responsabilités, mais les noms des joueurs que je vais citer sont uniques et m'ont augmenté mon respect vis-à-vis d'eux du fait que je les ai vus jouer, que je les ai côtoyés et que j'ai vu la façon dont ils travaillent. Je dirais peut-être que techniquement et au niveau créativité, de loin, le meilleur joueur, c'est Mbark Boussoufa, qui était le joueur qui, justement, parvient à faire la différence à certains moments avec son jeu, avec sa technique de frappe, son intelligence de jeu, etc. Des joueurs comme on n'en trouve plus beaucoup. Il y a une raréfaction du numéro 10 aujourd'hui. Non. Mais, quand je vois le joueur peut-être le plus, avec la mentalité la plus professionnelle, et tout compte fait, ce qui m'a fait mal, c'est souvent les critiques à son égard, c'est Lucas Biglia, qui était complet, dont tout le monde estimait qu'il devait être numéro 10, et qu'au fait qu'il avait tout, sauf les qualités pour être un numéro 10, parce que bon, comment dirais-je, son efficacité au niveau but n'était pas importante, déjà pas en Argentine. Un leader, par exemple, dans le vestiaire, un leader silencieux, que tout le monde écoutait, un professionnalisme qui, à certains moments, me mettait en difficulté. C'est-à-dire, dans quel sens? C'est rare, ça. Vous rentrez d'une première mi-temps dans le vestiaire, et Lucas Biglia, à la limite, ne sait plus s'asseoir, ou ne sait plus se relever, tellement il a mal, il est blessé. Et bon, il y a peut-être un match européen en semaine, donc il faut en tenir compte. Je parle avec le staff médical, le staff paramédical, et on estime que... Et Lucas, non. C'est le joueur qui veut jouer tous les matchs, qui est remonté sur le terrain, et qui s'est donné, vidé, peut-être blessé, mais qui connaissait son corps et qui avait cette mentalité professionnelle exemplaire, comme j'ai dit tantôt, silencieuse. C'est une personne qu'on entendait rarement dans le vestiaire, mais quand il disait quelque chose, tout le monde était à l'écoute. Et assez paradoxalement, Ariel, je trouve que c'est un joueur qui n'a pas été jugé à sa juste valeur en Belgique. Non. À l'étranger, notamment à la Lazio, parce que je suis un féru du football italien, je suivais, il a été vraiment, vraiment très respecté. Du côté de l'Albi Céleste, évidemment, avec l'Argentine. Il était directement, les gens s'en étonnaient même en 2014 quand il a été sélectionné avec l'Argentine et qu'ils ont fait cette fameuse finale. Il n'avait évidemment pas à rougir de sa présence à la Coupe du Monde. Il en faisait partie. Il en faisait partie. Je trouve que rien que ça, cet élément-là, ça doit vous mettre à réfléchir. Je vous dis, le fait de pouvoir travailler avec des joueurs pareils, ça vous laisse perplexe. Et surtout, la simplicité de ces gens, mais professionnels à outrance. Et le troisième, bien sûr, c'est Romelu Lukaku, dont tout le monde, maintenant, semble vouloir dire qu'ils ont prévu quand il avait 14 ans, quand il avait 12 ans, quand il avait 6 ans, quand il est né, qu'il allait avoir une carrière remarquable. Oui,
parce que je crois que, outre ses qualités de buteur, il avait avant tout cet état d'esprit ouvert de vouloir apprendre, de se remettre en question, d'être exigeant vis-à-vis de lui-même, à la limite touchant, frôlant au perfectionnisme, ce qui est dangereux. Je crois que vouloir travailler vers une forme de perfection est un élément important, mais quand ça devient un fardeau, ce que je crois il a eu à certains moments de sa carrière, ça peut se retourner contre le joueur même. Je dois vous dire que concernant Romelu, nous avions en tant que staff l'habitude de suivre tous les matchs d'équipe 2, dans la mesure du possible. Je crois que c'était une 90% des matchs. Je ne peux pas dire que j'ai vu un seul bon match en tant que tel de Romelu. Okay. Et il se faisait critiquer déjà à ce moment-là. Mais si on marquait un but, très souvent c'était lui. Parce qu'il était au bon endroit, il utilisait la bonne technique, il avait le sang-froid, et il était là. Qu'est-ce qu'on veut d'un attaquant? But. Voilà. Mais, et c'est peut-être pour ça que certains joueurs atteignent des sommets à l'étranger et sont plus critiqués en Belgique, on a tendance à trop tenir compte de ces petites carences. Je ne crois pas insulter Romelu en disant que techniquement il y a peut-être plus fort que lui, bien sûr, et ça il le sait aussi, même si marqué par 2 adversaires, il parvient à s'en défaire et à marquer, mais il fut un temps où au niveau des combinaisons ça tournait moins bien, et que là il s'est fait critiquer à ce sujet-là. Mais pour moi, si on établit un profil de joueur, et celui d'attaquant de pointe, c'est quand même d'être responsable de bon nombre de buts ou d'assists, ben ça, à chaque fois, il y a répondu. T'as senti un tournant à un moment donné dans la carrière de Romelu? J'ai eu des contacts irréguliers avec lui, en fonction des difficultés qu'il a éprouvées, et là, je comprenais tout à fait. Mais je crois que, et au fait, c'est une caractéristique de beaucoup de joueurs qu'on retrouve en Belgique. Je trouve que ces joueurs qui ont fait une super carrière, que ce soit au niveau d'un club, que ce soit au niveau d'une équipe nationale, sont des joueurs qui ont bien analysé leur parcours. Pour autant que ce soit possible, parce que le milieu du foot est tellement imprévisible. Ça veut dire savoir qui on est et où est-ce qu'on se situe par rapport au marché, par rapport à son équipe d'une manière générale. Et je pense donc à la génération dorée, comme on l'appelle, je trouve malheureusement. Mais quand on voit des joueurs, je ne parle pas de Vincent Kompany, parce que je crois qu'il a sorti, je ne vais pas dire le maximum, mais c'est peut-être une des exceptions, mais des joueurs comme Vertonghen, qui ont commencé petits, qui ont essayé plus grand, ça allait plus grand, et quand on voit la carrière qu'ils ont faite, Vertonghen, Vermaelen, Alderweireld, pas directement le top, mais progressivement, je crois que peut-être, et c'est moi qui le dis, sans en parler avec lui, mais peut-être que le tournant de la carrière de Romelu, c'est au moment où il quitte Chelsea, le grand club, le club de ses rêves, à ne pas oublier. Chelsea, il a Anderlecht là, et il avait Chelsea là aussi, etc., absolument. Il voulait y aller. Je l'avais mis en garde prudemment que bon, là quelque part, la concurrence, il avait 4 concurrents. Et je me souviens qu'un beau jour, je lui ai dit, Romelu, et il m'a pas laissé terminer ma phrase. Sache que, et il dit non. Moi dans la tribune, impossible. Je dis mais Romelu, c'est une réalité. À Anderlecht, non. À l'âge que tu as, 18 ans, il est resté jusqu'à ses 18 ans, je dis là, c'est impossible, d'office, parce qu'on a confiance en toi, tu es le numéro 1, etc. Mais là-bas, il y a concurrence. Il faut déjà espérer qu'il y en a un qui se blesse. Si tout marche bien, tu seras numéro 1, 2, tant mieux. Mais tiens compte que ça pourrait mal commencer. Ce qui malheureusement a eu lieu, et je crois que peut-être une des clés de sa carrière par après, c'est de faire un pas en arrière. Pour autant que ce soit, je crois que dans sa carrière, c'est justement un pas décisif, d'aller à West Brom, de trouver peut-être un entraîneur qui se rendait compte de l'étape dans sa carrière et qui, je crois, l'a bien guidé pendant cette première saison et qui a relancé le
le joueur, l'homme, le mental et tout ce qu'on peut dire. J'ai discuté avec pas mal de proches de Romelu Lukaku. Et ce qu'ils m'ont tous dit, c'est que Romelu, c'est un vrai gentil. Il est très gentil. Est-ce que c'est vrai? Parce Oui. que quand on a tendance à prendre un peu le recul, on n'a pas vraiment cette vision-là. Non, mais n'importe qui connaît Romelu, à chaque retour, je dis c'est vraiment quelqu'un de bon, quoi. C'est une bonne personne, en fait. C'est quelqu'un de gentil. Et je ne veux pas prendre inutilement sa défense. Mhm. Mais très souvent, les dernières années, je me suis dit, mais on parle souvent que des gens au top, que ce soit des stars à la TV, que ce soit des stars au cinéma, que ce soit des vedettes dans le milieu du sport en général, ont une peau d'éléphant et que rien ne sait les toucher. Mais quand on voit les critiques qu'ils doivent assumer, et il y a des critiques qui ne ressemblent à rien du tout, qui viennent de n'importe où, à n'importe quel sujet, mais il doit certainement avoir eu écho de certaines critiques de personnes qui sont supposées être capables de juger ou quoi que ce soit. Il faut avoir un moral d'acier, d'acier. Et ça, il l'a eu. Donc je crois qu'à un certain moment, il a pris une certaine distance, peut-être pour se protéger lui-même, mais quand on voit aussi son parcours, je crois que là, personne n'aurait pu prévoir, moi y compris. Mhm. Je pourrais être le premier, mais je serais le dernier à dire, à 16 ans, quand je lui ai tapé les fesses en montant sur le terrain contre le Standard, de me dire, voilà, c'est le lancement d'une grande carrière. Non, il avait certaines choses de plus, faire la différence en tant que buteur, mais faire la carrière qu'il a faite, absolument pas. Mhm. Absolument pas. Et je crois que au niveau d'un exemple vis-à-vis de tous les jeunes joueurs, la carrière qu'il a faite, mais aussi tout ce qu'il a encaissé, tout ce qu'il a surmonté, survécu, je crois que ça peut servir certainement d'exemple. Et je ne te cache pas, je l'ai eu à 16 ans. Romelu m'a souvent, comment dirais-je, je crois qu'il m'aimait, Mhm. mais très souvent, il m'a haï. Parce qu'à un certain moment, j'avais convenu avec lui, je veux que tu passes toute ta saison, sauf en cas de blessure très grave. On savait qu'il était susceptible d'avoir des petits bobos, etc., vu sa constitution. Je dis, mais je te veux début de saison, je te veux fin de saison, avec une marge de progression qu'on va devoir déterminer entre nous. Je ne veux pas, quelque part, te brûler, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, après 3 mois, et puis te retrouver, oups, nulle part. Ça pas. Donc, je voulais par là, en début de saison, lui faire comprendre que il ne jouerait vraisemblablement pas tous les matchs, que je ne regretterais pas le fait qu'il soit premier ou pas au tableau des meilleurs buteurs, qu'en fin de saison, il pourra avoir un transfert bénéfique pour lui, pour le club, etc. Je me souviens, à un certain moment, on avait la première année qu'il était vraiment titulaire. Je crois que tout le stade, un des sponsors l'avait utilisé comme référence, qui avait plein de drapeaux avec sa tête. Avec sa tête. Mhm. Le hasard le malheur veut qu'il ne commençait pas ce match. Oui, c'est cocasse. Et à ce moment-là, le marketing vient chez vous. Mais enfin, quelle idée de ne pas mettre le meilleur joueur, le game changer. Vous avez vu tout ça, etc. Oui, mais pour moi, le plus important, c'était pas tout ce qui se faisait autour, mais c'était sa carrière, sa marge de progression, pas plus à lui que quelqu'un d'autre, mais lui, en tant que jeune joueur, il fallait l'épauler. Si à un certain moment, je sentais que, grâce, ou dois-je dire, à cause de ses bonnes performances, l'intérêt des médias en Belgique, mais petit à petit, on sentait que ça devenait les pays avoisinants, ça faisait toute l'Europe, et ça devenait mondial, s'intéressait à lui. J'ai pris la responsabilité avec le club de dire on stoppe les interviews de presse. Parce qu'il ne faut pas oublier, il allait encore à l'école,
Il avait 16 ans, il allait à l'école. Je me rappelle il même... était joueur professionnel. Si je me permets de t'attendre juste 2 secondes, c'est passionnant, mais il y a un truc qui est assez dingue, c'est que Romelu Lukaku était à l'école, qu'on le filmait à l'école. Je me rappelle de reportages à la VRT, de lui à 16 ans, en train de discuter, simplement de regarder, il y a un phénomène, il va à l'école comme vous, qu'est-ce que vous en pensez? À ses élèves, qui étaient ses collègues de classe, en fait. C'est assez dingue. Je vais te raconter une petite anecdote. En fin de la première saison véritable qu'il était à Anderlecht, en équipe première. Et nous sommes le mois d'avril. Et un joueur, je ne sais même plus lequel, vient chez moi et me dit « Il y a un petit problème avec Romelu. » Oui. Parce que bon, je crois qu'il était quand même assez bien encadré, que ce soit par le staff médical, par le staff performance, par le staff social avec l'école. J'ai dit, tiens, ça m'étonne qu'on ne soit pas au courant. Oui, mais enfin, il est fort embêté de vous en parler. Il était donc en dernière année et sa classe partait en voyage scolaire. Et Romelu se considérait, il ne l'était pas encore tout à fait, mais il était considéré comme professionnel, donc il estimait qu'il devait être au club, mais ne pouvait pas aller avec sa classe. Le hasard veut, en Angleterre, il était prévu d'aller voir Chelsea aussi. Enfin, voyage à Londres, pardon, plus spécifiquement. Et je l'ai appelé, je dis, Romelu, ici je ne te considère pas comme un professionnel attitré. Il faut se mettre à la place d'un gamin de 16 ans qui a ses copains à l'école, qui a ses copains dans le club, bien sûr, qui adore le foot, mais qui veut partir pour s'amuser pendant 2 jours. Oui, mais il me dit, je sens, vis-à-vis du reste du groupe, est-ce que je vais commencer le week-end, etc. Je dis, cette responsabilité m'incombe à moi. Et ça, on verra bien. Et donc, je voulais absolument que là, il se sente bien dans sa peau, qu'il vive sa vie à l'âge qu'il avait, avec ses sentiments, ses émotions de cet âge-là. Et bien sûr, si en plus de ça, et ce n'était pas pour lui qu'on l'avait fait, on allait visiter le club de son cœur, ben, c'était complet. C'est intéressant parce que cette communication que tu as avec lui, c'est vraiment très différent de la manière dont tu as pu communiquer avec d'autres joueurs. C'est-à-dire que vraiment, je sens que ce management-là, c'est de l'orfèvrerie. Tu sentais qu'il en avait besoin à ce moment-là et donc tu as mis tout en place. Mais tous les joueurs sont différents. Certains joueurs attachent beaucoup moins d'importance, à la limite trouvent même un fardeau qu'un entraîneur les suive de près. Donc, quelque part, là, il faut sentir, et j'aurais certainement fait des erreurs avec certains, il faut sentir, ont-ils besoin de beaucoup de choses, d'une approche vraiment individualisée, ou préfèrent-ils être laissés tranquilles, pas trop les parler, 1 fois par mois suffit, ou quoi que ce soit. C'est individuel. C'est individuel. Romelu, à l'époque, c'était un phénomène de précocité. C'est-à-dire que vraiment, très rapidement, on l'a mis en avant du côté du Sporting d'Anderlecht. On a vu qu'ensuite, ça a fait des exemples. On peut penser notamment à Dennis Pratt, on peut penser notamment à Jori Tielemans. On a commencé du côté du Sporting d'Anderlecht à de plus en plus vite donner sa chance en équipe première à un jeune. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne va pas trop vite au profit du trading? Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait pour arrêter cela? Si on ne met pas ces joueurs, je ne vais pas dire trop vite, il ne faut pas que je me contredise, on ne va pas être logique non plus. Parce que certains joueurs, l'âge ne joue pas. S'ils sont prêts, qu'ils aient 16 ans, 18 ans ou 20 ans, s'ils sont prêts, ils doivent être là. Le tout, c'est de bien cerner le moment où ils sont dans leur développement et de veiller à ce que, justement, à des moments où on essaye de les prendre en protection, comme par exemple à un certain moment j'ai fait vis-à-vis de Romelu, que ce soit à l'égard de la presse, que ce soit au niveau titularisation, tous les matchs ou quoi que ce soit, il était premier au classement des meilleurs buteurs. C'est prendre une responsabilité, non pas pour moi, parce que c'est à moi d'aller expliquer les choses à la presse et autres. Et je suis sûr ne pas avoir été, comment dirais-je, ça ne m'a pas... c'est un rôle assez ingrat. Ça t'a pas porté parce que bonheur. Vous prenez des décisions ingrates qui ne sont pas appréciées. Si vous dites à Romelu qui, par exemple, à l'Ajax Amsterdam, marque 2 buts où nous allons gagner 1-3,
et Romelu marque donc 2 buts et vous interdisez d'aller parler à la presse. Je ne sais même plus si là j'ai fait une exception. Ouais. Jacob, ce n'est pas sympa. Ok. Donc ça nuit à ton image à toi. Ça, je m'en fous. Okay. Ça, je m'en fous. Il y va. Le coach est celui qui décide, mais il n'est pas le plus important. Les plus importants sont ceux qui jouent ou qui sont censés être sur le terrain. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, de plus en plus, on a parlé du rôle des agents, qui est devenu quand même plus prédominant que précédemment. Si, aux yeux d'un agent, un joueur de 16 ans n'a pas suffisamment de temps de jeu, c'est vrai que, surtout venant de Belgique, ce sont des joueurs qui ont des possibilités dans d'autres championnats européens et vous risquez de perdre un joueur en qui vous croyez et qui vous met le dos au mur. Tu t'es senti mis sous pression parfois par des agents, justement, ces derniers temps, à ce titre-là? Tu as senti ce changement avec des managers qui viennent te voir et disent Ariel, maintenant, il faut qu'il joue. Mais comme je t'ai dit, je crois que c'est arrivé 1 ou 2 fois où j'ai eu un contact direct avec un agent concernant un joueur et où très souvent le joueur était présent parce que là, il allait de toute autre chose que de performance sportive. Mais c'est vrai que, à l'époque à la Louvière, j'ai été victime d'agressions physiques et verbales d'agents. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? À un certain moment, Silvio Proto se blesse l'année où nous jouons la finale de la Coupe. Il était titulaire, je crois qu'il avait 17-18 ans aussi, très jeune. Et bon, son agent voulait absolument que je fasse tout pour qu'il joue la finale de la Coupe. Il n'avait plus joué de match depuis 6 rencontres. Et puis, la semaine avant la finale de la Coupe, je me souviens, nous jouons à domicile contre Mons avec l'équipe 2. Et Silvio devait jouer en équipe 2. C'était, je crois, son premier match. Et si ce match me confirmait son état physique, je le prenais d'office dans le noyau. Mais j'avais un problème parce qu'entre-temps, Jan van Steenbergen, qui était son remplaçant, s'est très bien acquitté de sa tâche. Très, très bien. Rien à reprocher ou quoi que ce soit. Et puis, à l'issue de ce match contre Mons en équipe 2, l'agent de Silvio m'a agressé physiquement et verbalement. Les termes sont peut-être très lourds comparés aux sentiments que j'avais. J'étais surpris, mais jamais une forme de panique ou quoi que ce soit. Parce que, pour autant qu'il me laisse parler à un certain moment, j'ai été fort clair à l'égard de l'agent en disant que c'est moi qui prenais la décision, que Silvio savait très bien dès le début vers quoi on allait et quel était le parcours qu'on envisageait et que la décision finale retombait sur moi. Et la décision finale a été de mettre Silvio sur le banc, ce qui humainement m'a tracassé, l'est toujours pour l'instant, mais quelque part une logique d'entraîneur, pourquoi écarter quelqu'un qui, depuis 6 semaines, s'acquittait très bien de son job, et ne pas faire jouer celui qui était jeune, qui était prometteur, dont on pouvait dire aussi qu'il allait peut-être faire la carrière qu'il a eue par après, et Dieu sait. Mais non, ce sont les circonstances qui doivent un peu vous aider, parce que la finale de la Coupe, même si nous la gagnons 3-1, je dirais presque haut la main, mais après 10 minutes, ça peut être 0-1, 0-2 pour Saint-Tron, et c'est Jan van Steenbergen qui nous tient dans le match. Oui, ça veut dire que quelque part, le choix était bon, mais Ariel, il y a aussi un truc, moi, qui me choque dans cette histoire, c'est qu'il n'y a que dans le football où on peut raconter une histoire normale en expliquant qu'un entraîneur s'est fait agresser physiquement et verbalement par un agent parce qu'il ne voulait pas le jouer. Je veux dire, à un moment donné, on va jusqu'où, en fait? Oui, mais enfin, je présume que, en disant cela, que c'est un monde particulier. Je présume que beaucoup d'entraîneurs ont vécu des situations semblables. En général, c'est les directeurs sportifs qui viennent, à qui on toque à la porte, les agents. Oui, là, ici, c'était l'entraîneur directement. Oui, mais enfin bon, si à un certain moment, pendant un match, c'était à la mi-temps, j'ai en face de moi un agent de joueur
et qui me prend par le collier et qui me demande des explications sur la titularisation de son joueur la semaine d'après, ben, on est pris. Mais ça n'arriverait jamais en 2025, par contre. Ça, c'est vraiment des us et des coutumes qui, pour moi... Je ne sais pas. Non ? Peut-être pas physiquement, quoique. Pas avec un entraîneur directement à la mi-temps. C'est quand même assez dingue. Non, mais ça, c'était à la mi-temps d'un match d'équipe 2. Hein, oui, quand même. Où Silvio jouait. Disons que là, vous restez fidèle à vos principes et à vos convictions. Était-ce un bon choix? Si on avait perdu la finale de la Coupe à cause d'une bévue de Jan Steenberg, tout le monde aurait dit il aurait dû mettre Silvio. Et j'aurais été mauvais. Mais ça, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Et donc aujourd'hui, c'est les agents qui régissent le monde du foot, quoi, qui mettent sous pression les clubs. Oh, c'est peut-être extrême, parce que bon, je cite un exemple. Mais d'une manière générale, qu'est-ce que t'en penses? Je suis persuadé qu'à l'heure actuelle, les directeurs sportifs, et peut-être indirectement un tout petit peu les entraîneurs, sont très souvent pris sous l'emprise d'un agent menaçant. Et quand je dis menaçant, c'est plutôt verbalement, qui ne comprend pas pourquoi il n'est pas plus aligné, etc. Et le coach n'y connaît rien, etc. Donc, quelque part, vous n'avez pas qu'un joueur avec un agent, vous avez un groupe de 25 joueurs et donc 25 agents différents. Le monde du football, c'est quand même beaucoup de violence. Hein. Beaucoup trop. Mais il faut veiller à ne pas se verser dans le négatif. Combien de fois est-ce que je ne me suis pas dit j'ai horreur de ce milieu. Et 30 secondes après que j'ai pensé ça, je me suis dit, mais quel beau milieu. Vous êtes sur le banc, en tant que coach, et vous dites, quel job de merde. Et vous êtes limogé ou vous partez, vous n'avez pas de club, et vous êtes dans une tribune, et vous regardez, si seulement j'étais sur ce banc. C'est quelque part, c'est une passion que vous avez en vous. Chez moi, j'avais espéré qu'à un certain moment, elle s'éteigne, et ça n'a fait qu'empirer. S'améliorer. Oui, peut-être par l'âge, par l'expérience, etc. Ça a grandi. Mais c'est le foot, et vous regardez le foot au travers de lunettes où vous voyez des matchs d'équipe de jeunes. Quoique je dois être prudent à ce niveau-là aussi, parce que quand on voit parfois les attitudes des coachs sur les bancs des équipes de jeunes, qu'on voit l'attitude des parents, et à partir d'un certain âge, pour autant même pas au top niveau, aussi la présence d'agents ou des agents qui se déchirent l'un ou l'autre joueur prometteur, c'est pas tellement beau, mais l'essence même, ça ne se perdra jamais. Ça ne se perdra jamais. En tant qu'entraîneur, j'ai vraiment envie d'avoir ton retour sur les progrès qui sont actuellement faits par Vincent Kompany. Oui. Parce que tu l'as connu en tant que joueur, forcément. Les progrès qui ont été faits par Vincent Kompany en tant qu'entraîneur aussi, tu les as suivis à la télévision. Tu as peut-être déjà eu l'occasion d'en parler avec lui. Comment est-ce que tu évalues sa trajectoire? Est-ce qu'aujourd'hui, Vincent Kompany peut targuer un héritier un petit peu? Est-ce qu'il y a un peu d'Ariel Jacobs dans Vincent Kompany, dans ton entraîneur? Non, parce que je ne l'ai jamais eu comme joueur. Ok. Je crois que j'ai côtoyé Vincent à certains moments quand j'étais à Anderlecht, mais d'une façon très furtive. Je l'ai côtoyé davantage et mieux il n'y a pas tellement longtemps, quand il a suivi les cours pour la formation des entraîneurs professionnels de la licence pro. Et ce que j'ai admiré à ce moment-là, parce que je m'étais quand même dit, il était à Burnley à ce moment-là, je me suis posé la question, comment va-t-il, quand même avec une expertise qu'il a déjà, son expertise de joueur qu'il a, une aura qu'il a également, comment est-ce que lui va prendre ses cours? Et je dois dire, je crois qu'après une ou deux séances, c'était pas des craintes ou certains doutes ont été dissipés. Il était là pour vouloir apprendre peut-être ce petit 0,0001% qui ne savait pas encore ou quoi que ce soit. Perfectionniste, Mais dans le bon sens encore. Je crois que
ce qu'il fait actuellement, j'ai l'impression que pour tout le monde, tout ce qu'il fait à Munich est tellement normal. Devenir champion, et on va surtout, parce qu'on est belge, si quelque part ça foire un tout petit peu en Ligue des Champions, on va dire, c'est pas encore Barcelone, c'est pas encore Il n'a pas le Guardiola. niveau. Si, mais pas encore ce niveau-là. Okay. Est-ce qu'il va l'avoir un jour, etc. Quand on se souvient d'une certaine interview de Trapattoni au Bayern de Munich, et je parle maintenant d'avant la guerre, façon de parler, où il disait que le Bayern, c'est Hollywood. Et à entendre les derniers entraîneurs qui sont passés à Munich avant Vincent, et qui parfois ont eu des succès, mais qui ont tous dit Munich était un club impossible. La façon dont il les fait jouer, le calme qu'il a instauré au niveau du staff sportif, de la direction, du club dans sa totalité, chapeau. Et c'est vrai que je l'ai suivi, peut-être plus particulièrement quand il était à Anderlecht. Je crois que là, certainement, il a fait peut-être certaines erreurs de jeunesse, ou de par son passé à City, Guardiola à un certain moment jouait avec des inverted wing defenders, avec des arrières latéraux qui ne faisaient plus leur ligne, mais qui rentraient dans le jeu comme médian défensif. Mm-hmm. Il a essayé ça à Anderlecht, et ça a foiré. Pourquoi ? Parce que le niveau des joueurs entre Anderlecht et City était différent. Et donc là, il a commis, à mon avis, certains péchés et certaines erreurs de jeunesse, dont il a certainement appris, ce qui est important aussi. C'est de ça dont il est héritier de toi. Cette capacité à être politiquement dans la médiation avec justement le rapport au groupe et le rapport aux dirigeants. C'est là où tu étais très fort au Sporting d'Anderlecht, c'est-à-dire que tu parvenais à créer un espèce de ce qu'on appelle le paternalisme, c'est-à-dire le côté un peu à la Carlo Ancelotti pour que tout le monde soit content et essayer de convenir un petit peu à tout. Là où d'autres se sont cassés les dents parce qu'ils étaient trop, notamment Thomas Tuchel du côté du Bayern Munich, control freak, comme on dit, des gens qui avaient des folies au niveau du contrôle, Vincent Kompany a réussi à se mettre tout le monde dans sa poche politiquement. Il est très très intelligent. Et c'est quelque part un petit peu du Ariel Jacobs, ça. C'est pas à moi de c'est moi qui porter un jugement à mon sujet. Ouais. Mais quelque part, le jour où Vincent, à mon avis, va quitter Munich, on va chercher quelqu'un qui sera moins paternaliste. Mm-hmm. Parce qu'on trouvera que c'est peut-être trop gentil. Et le jour où on a quelqu'un qui control freak, plutôt style dictatorial, moi, etc., on va dire qu'il faut quelqu'un qui soit plus paternaliste, qui soit plus ouvert, qui soit plus communicatif, etc. Je crois que c'est le propre du football également. Hein. Mm-hmm. Tout est bon, et d'un autre côté, c'est jamais bon assez. Pas que le foot, Ariel, la vie aussi. On veut toujours ce qu'on n'a pas. Oui. Et je pense que les dirigeants aussi sont un peu dans cet état d'esprit-là. Mais il ne faut pas oublier une chose. Hein. On regarde toujours le foot comme je ne vais pas dire un département, mais un monde. Un monde particulier qui vit sur soi. Mais ce n'est qu'une partie de la société. Et je suis persuadé que les problèmes qu'un coach a au niveau de sa gestion individuelle, gestion du groupe, un dirigeant d'entreprise a cela également, à d'autres niveaux. Et c'est vrai qu'un contexte est différent entre une entreprise où les gens travaillent aussi pour essayer d'obtenir le meilleur rendement individuel et collectif. Au milieu du foot, c'est plus exposé vers l'extérieur, etc. Donc, il y a des petites différences, mais beaucoup de choses se retrouvent. On va te mettre dans la sauce dans quelques instants, mais juste avant ça, j'ai envie de te poser une question qui est hyper importante pour moi. Quel est le meilleur conseil que tu n'aies jamais reçu de la part d'un acteur du milieu du football ? Le conseil vraiment qui t'a marqué, qui t'a touché, qui t'a permis d'aller vers l'avant ? Je n'ai pas directement un exemple qui me vient à l'esprit comme ça, mais s'il y a bien une chose qui me revient à l'esprit, comme j'ai dit tantôt, j'ai eu peu de contacts formels avec le président Van den Stock. J'ai eu des contacts informels
à l'issue des matchs où il était présent, surtout les matchs européens, surtout en déplacement, parce que là, bon, on a beaucoup plus de temps. Et ce qui m'a séduit, c'est le côté, il pouvait prendre ses distances du foot et communiquer ça aux gens avec qui il travaillait. Et je crains que, surtout au niveau des médias, qui à un certain moment l'ont fort critiqué comme pas connaisseur, désintéressé, joueur de golf plutôt que amateur de foot, etc., se sont trompés parce que les messages de bon sens à un niveau où, que ce soit moi comme coach, lui comme président, vous êtes quand même sous une grosse tension, le raisonnement, le sang-froid et le bon sens qu'il pouvait garder sont des choses que je retiens pour la vie, pas uniquement comme coach. Donc le message ou le conseil, c'est prenez du recul. Oui, mais c'est pas évident. Ça, je dois dire comme c'est. Je vous cache pas, le foot m'a donné beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie, m'a donné beaucoup de tristesse que j'ai rarement exprimée, que j'ai ressenti, au point d'en être malade. Je dis malade intérieurement, pas physiquement, ingérable vis-à-vis de ses proches. Je m'en rends compte par après. Je vous dis, ce côté-là, c'est une vie de chien. Et peut-être que les moments de véritable satisfaction, que sont-ils? Une belle victoire, une coupe, un championnat, un joueur qui, à la Lukaku, qui atteint un niveau mondial. Mais c'est tellement passager, la défaite fait tellement de dégâts que c'est l'aspect le plus difficile à gérer humainement dans ce job. Tout ça pour ça, quoi. Oui, mais comme j'ai dit tantôt, on l'adore, on le prend tout près. Mm-hmm. Et à la limite, ça ne se fera pas dans mon cas. Et je crois que beaucoup de gens disent ça, quelle que soit la fonction qu'ils occupent ou qu'ils ont occupée. C'est une expérience tellement riche d'enseignement, pas uniquement footballistique, mais humaine, où j'avoue, et plus le temps avance, plus je me rends compte que j'ai pas fait que j'ai pas fait 10, mais 10 000 erreurs. Le tout, c'est d'apprendre des erreurs qui sont faites, que ce soit au niveau humain, laissant peut-être à un certain moment tomber trop vite des gens à qui la communication, le contact est plus difficile, et de dire j'aurais dû tirer en longueur, j'aurais dû faire plus d'efforts ou quoi que ce soit, ou au niveau de purement technique, le job de coach. Mais je crois que beaucoup de gens, à l'issue d'une carrière, se disent ça. Et on n'a qu'une fois l'occasion de se manifester, c'est quand on a les deux pieds dedans. Tout de suite, c'est le moment de la surprise, Ariel. On va mettre Ariel Jacobs dans la sauce. C'est parti. Alors, mon cher Ariel, j'ai une petite surprise pour toi. La sauce, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fait une petite vidéo et qui tenait à te laisser un petit message et qui va aussi nous en apprendre un peu plus sur toi. Alors, je vais te donner mon téléphone dans lequel il y a une vidéo. Je te laisse prendre connaissance de la vidéo et on en parle juste après. Bonjour coach, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voulais vous remercier de tout le bien que vous avez fait dans le début de ma carrière. Mais j'avais une petite question ou voilà, une petite demande à vous faire. Le Jesus Christ à l'entraînement, sur le coup de l'énervement, ça venait de où? Et à partir de quand vous avez commencé à employer ça quand on n'était pas concentré ou quand il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc voilà. Mr. Jesus Christ, à bientôt.
C'est évidemment Jonathan Lejar, un ancien joueur du Sporting d'Anderlecht que tu as eu évidemment sous tes ordres. Mr. Jesus Christ, what's happening? Ça vient d'où ça? Jesus Christ, Jonah. Quel gâchis. À son égard. C'est un grand talent. Hein? C'était un grand talent en tout cas. Qu'est-ce qui est un talent? Il avait énormément de qualités. Il avait des qualités qui pouvaient faire la différence. Il aurait pu. Et là, si j'hésite un tout petit peu, c'est pour exprimer justement quelle est ma part de responsabilité dans le tout. Mm-hmm. Il aurait pu avoir une autre carrière, une carrière plus importante encore, parce que justement, il avait beaucoup de qualités. Ce qui me dérange surtout, quand les gens jugent Jonah, on le juge bien sûr sur les éléments négatifs, ce que je regrette aussi, qui ont affecté sa carrière, indiscutablement. Il a dû se remettre en question et tout compte fait, ça ne s'est encore pas trop mal passé, parce que bon, des critiques il en a eu certainement. Des choix de carrière, c'est facile d'en parler après coup. Il a mené sa barque quand même. Hein. Pardon ? Il a mené sa barque quand même. Oui, mais il a quitté Anderlecht et il m'a très correctement à chaque fois tenu au courant quand il parlait à... quand il est parti à Annecy. C'était Marc Boussoufa, c'est Terek Grozny. Terek Grozny, pardon, autant pour moi. Il m'en a parlé, et la première saison qu'ils sont venus, là, j'étais déjà content que lui-même se dise, ça c'est pas pour moi. Mm-hmm. C'est trop loin, c'est l'inconnu, je vais pas me sentir bien. Je sentais... Enfin, là, j'étais confiant sur base de ce qu'il me disait, il va rester. Par contre, l'année d'après, le discours était, je ne vais pas dire tout à fait différent, mais plus affirmatif. L'aspect financier, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Non. Mais, même si l'aspect financier est important pour un joueur de foot, il faut quand même tenir indirectement compte de tout le contexte dans lequel on va atterrir. Et quand je parle de gâchis, ça, pour moi, c'est une part de ces gâchis. Je crois c'est le cas pour beaucoup de joueurs, au meilleur moment de forme de Jonah, il transcendait même le niveau d'Anderlecht. Mm-hmm. Et puis, je crois que sa carrière, sa réputation a été affectée par les aspects extrasportifs qui l'ont caractérisé. Et pourtant, je peux vous dire, c'est un garçon avec un cœur en or. Mm-hmm. Je le confirme. Mais je ne parviens pas à raconter ça à qui que ce soit parce qu'on ne me croit pas. Mm-hmm. C'est quelqu'un de normal. Beaucoup de gens le croient comme anormal, etc. Parce qu'on le retient comme... Et je crois que ça doit le poursuivre maintenant encore, quand il a dû prendre un certain recul. L'homme qui a foncé dans la station essence, c'est ça? Entre autres. Donc, c'est normal que quelque part, on porte les conséquences de cela. Mm-hmm. Qu'on soit marqué pour des éléments qui sont graves, il faut l'admettre, quelque part, c'est regrettable. Mm-hmm. Et je dois dire que ma relation avec Jonah a toujours été bonne. Je présume qu'à certains moments, en tant que plus jeune joueur, il a dû estimer que j'étais chiant, parce que, quelque part, j'ai essayé de le convaincre, de le mettre en garde contre des situations pareilles. Essayer d'un côté sportif, je ne vais pas dire de le remettre sur le droit chemin, mais... D'où le fameux Jesus Christ. Non, ça c'est général. C'est pas que pour Jonah. Non, c'était général, je dois vous dire. Ça a toujours été, et partout le cas, même quand j'étais à Valenciennes en France, où peut-être les joueurs français ne le comprenaient pas. Tu le disais tout le temps. Je crois que c'est un réflexe. Quand maintenant, ou par après, vis-à-vis de mes enfants, ou de maintenant de petits-enfants qui commettent une trop grosse bourde, la première réaction va être « Jesus Christ, comment est-ce possible ?» Donc, tout compte fait,
c'est peut-être mal placé vis-à-vis du Christ, mais Ça vient de ton éducation. c'est pas j'aurais pu jurer ou quoi que ce soit, ce que les jeunes générations n'aiment peut-être pas trop entendre. Mhm. Donc c'est une façon de masquer, mais surtout une expression d'un ressenti. Et je suis content que j'en ai ajouté quand on n'était pas tellement concentré, parce que ça a été souvent, et quand j'entends maintenant des échos de coach vis-à-vis d'un groupe, ce que je ne peux pas comprendre, c'est que le focus à l'entraînement de joueurs est et restera toujours quand même un gros problème. Mhm. Et alors j'entends tous ces joueurs de foot qui disent ben, on pratique au fait le plus beau métier au monde. Mhm. Et le fait de ne pas être concentré le temps qu'on passe à faire ce qu'on aime, ça je ne parviens pas à le comprendre. C'est vrai, c'est une problématique peut-être dont il pourrait être question la prochaine fois. En tout cas, merci infiniment Ariel d'avoir été présent dans En Off. C'était absolument passionnant de pouvoir discuter football avec toi, comprendre un petit peu ta vision, tes anecdotes également. Quant à nous, on se retrouve bien évidemment très très rapidement dans En Off. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le like, abonnez-vous, c'est très important. Si vous êtes en podcast, 5 étoiles et le petit commentaire. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. C'était En Off et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.